Bonjour. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Leggett Platt? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'ai déjà eu à mentionner cette compagnie il y a quelques temps. Je pense que quand la dernière fois qu'on a fait la vidéo, je pense que c'est la seule d'ailleurs, si je ne me trompe pas, nous avions pris un prix beaucoup plus élevé que ça en date, dans cette journée-là. Et mon prix d'achat, parce qu'avant je donnais bien mes prix d'achat ici, c'était aux alentours d'une vingtaine de dollars. D'accord? Et aujourd'hui, le marché nous présente 20 dollars. Est-ce que donc à 20 dollars ici, ça pourrait être intéressant de rentrer sur ce genre de compagnie? Un business qui est cyclique, d'accord? On va faire le tour d'horizon ici. Vous savez qu'on regarde ici la stabilité ou la stabilité des revenus, des marges, etc. On essaie de tirer une conclusion par rapport aux multiples de valorisation qu'on pourrait payer en date d'aujourd'hui. OK? Donc ici, stabilité ou croissance des revenus. Quand on regarde à peu près ces revenus-là sur une longue période de temps, disons ici annuellement, vous allez voir que c'est un business qui a tendance à être cyclique. OK, notamment il y a un secteur d'activité ici qui est très lié à tout ce qui concerne ici l'automobile ou bien également ici au secteur résidentiel. D'accord, je vous laisse aller voir ça ici, mais c'est un business qui est cyclique. Donc quand on parle de business qui est cyclique, on ne s'attend pas à payer des multiples très élevés en termes de valorisation. Il faut normaliser les résultats. Quand vous voyez déjà les Household Durable, ce sont les mêmes compagnies, c'est le même type d'entreprise que Whirlpool présentement. Elle ne vend pas le même type de produit, mais c'est à peu près ce type d'entreprise-là qui ne se paye pas des multiples de valorisation assez élevés et qui aura tendance ici à être très peu apprécié par le marché en date d'aujourd'hui, notamment quand les taux d'intérêt augmentent parce que leurs marchés finaux ici seront affectés. Je vous laisse aller voir quelle est la spécificité dans ces différents secteurs. Et Whirlpool reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. C'est un business que vous avez payé à 10 fois en prenant en considération la dette ici, sans prendre en considération la dette ici. Donc, si la dette continue à diminuer ici dans le futur, voilà, le prix actuel est juste correct. Donc, le prix actuel est intéressant. Donc, sur Leggett Platt, ici, on va, j'espère que je prononce bien le nom ici. Donc, on check les revenus. Et quand on regarde à peu près les revenus ici, les revenus sont, on constate qu'on a un business qui est cyclique, OK? Actuellement, sur les 10 dernières années, depuis 2009 ici, on est plutôt sur une croissance. Mais attention, quand vous voyez une entreprise qui a parfois des revenus, même si des revenus moins élevés que l'année précédente ici, et après les années suivantes, on revient à des revenus de plus en plus élevés. Ça veut dire ici qu'il y a quelque chose de cyclique. D'accord? Faites attention. Donc, en même temps, vous allez regarder les marges brutes. Et ça, c'est au niveau juste de l'observation. Hein. Parce que plus vous allez regarder les rapports financiers, plus vous allez avoir tendance ici à développer ici votre vision. D'accord? Donc, vous allez développer l'œil également, si on peut le dire comme ça. Donc, en un coup d'œil ici, vous pouvez savoir si c'est une entreprise que vous êtes capable de payer à 20, 10, 20, 25 fois ou 10 fois les bénéfices par là. OK? Quand je regarde également les marges, ce qui me renforce encore l'idée de dire que c'est un business qui est cyclique, vous constatez ici que les marges brutes ont également tendance à suivre la diminution des revenus. OK? Donc, c'est-à-dire que le pricing power ici n'est pas aussi évident en bas de cycle. OK? Donc, qu'est-ce qu'on demande à ce genre d'entreprise? C'est de s'autofinancer au moins même en période difficile. OK? Donc, si on prend les 10 dernières années ici en termes de marge, de marge brute ici, on a plutôt des marges autour d'une vingtaine de pourcents. Voilà, c'est pas énorme non plus. Donc, si on prend les 20 dernières années, on a plutôt 20% par là. Actuellement, on est à 18%. Et dans un environnement où le prix des commodités, des matières premières augmente. OK? Donc, il faut faire attention. Le 2% de 2% en moins ici de différence peut avoir un grand impact au niveau des marges, au niveau des marges nettes. Et quand on prend en considération les marges EBITDA, vous pouvez voir ici que la moyenne va être aux alentours de 13. Là, on se retrouve à près de 10%. Donc, en termes de marge EBITDA, oui, en marge brute, on perd 2%, mais ici, c'est plus de 3%. OK? Donc, jusqu'à présent, ça ne me dérange pas parce que c'est un business qui est cyclique. Donc, le plus important pour moi, quand je vais lire les rapports financiers, c'est de me poser la question de savoir le cycle actuellement, est-ce qu'il est de moins en moins comment tu peux ça? Est-ce qu'il est de moins en moins baissier? On va le dire comme ça. OK? Et par rapport à la dette de cette compagnie, quand je regardais la dette nette sur EBITDA, dites-vous toujours ici que le ratio dette nette sur EBITDA sera impacté négativement si l'EBITDA diminue en termes de volume. Et ici, vous avez un EBITDA qui diminue en termes de volume. Ce qui veut dire que quand vous prenez le ratio dette nette sur EBITDA, il aura tendance à augmenter. D'accord? Et quand il augmente ici, voilà, c'est une détérioration. Alors que, en réalité, si ce business avait tendance à rapporter près de 600 millions ici aujourd'hui, on va se dire que c'est un business qui est toujours aux alentours de 3 fois les EBITDA en date d'aujourd'hui.
OK? Donc, il est également intéressant de prendre la dette en termes de volume. Quand je prends le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui, je vois ici que la dette nette est aux alentours de 1,830 milliard. Donc, on voit ici que le plus haut, c'était de 2,330 milliards ici. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une légère diminution. On voit également ici qu'on a fait une acquisition. Donc, quand on va normaliser les résultats, on doit se dire que peut-être qu'à partir de 2018, on aura peut-être des bénéfices nets de moins en moins équivalents à ce qu'on a eu par le passé. OK? Toujours dans le constat. D'accord? Donc, après avoir regardé la dette nette sur EBITDA, c'est un niveau respectable, correct pour moi. Pour une entreprise cyclique, j'aime bien qu'on soit en dessous de 3. D'habitude, je prends le 5 ici, mais je me réserve toujours le droit sur certaines entités ici de demander moins que ça parce que je sais que si le cycle est baissé pendant très longtemps, ça va être dangereux pour les entreprises qui sont très endettées. Et je ne dis pas qu'elle est très endettée ici, je dis juste qu'elle est limite. Si elle était à 5, ça allait être un tout petit souci. Et 5 en normalisant les résultats, bien sûr. Et comme je l'ai dit ici, si vous prenez à peu près 600 millions de d'EBITDA ici, on a à peu près 1,8 milliard. Mais on est à peu près ici à 3 fois les EBITDA. Je rappelle ici qu'on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA, mais avec les free cash flow. D'accord? Donc, pour le moment ici, j'aime bien ce que je vois. Ensuite, on va regarder ici les bénéfices nets, net income, comparés au free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Comme vous pouvez le constater ici, en termes de bénéfices nets pour vous, le mois de décembre 2023, l'année 2023, si elle a perdu de l'argent. N'est-ce pas? Mais, du point de vue free cash flow, elle n'a pas perdu d'argent. Au contraire, elle a gagné près de 383 millions en supplément. D'accord? Donc faites attention, il faut toujours comparer les bénéfices nets et les free cash flow. Et ce qui me plaît également, c'est quand je dézoome un tout petit peu, vous pouvez constater que c'est une entreprise qui perd rarement de l'argent. C'est la première fois qu'en termes de bénéfices nets, c'est la première fois qu'on a des bénéfices nets négatifs. Or, comme je l'ai mentionné ici, les free cash flows sont positifs, donc elle n'a pas perdu d'argent. Donc, si on doit acheter ce business-ci en date d'aujourd'hui, combien de fois les bénéfices vont avoir tendance à payer? Sur la dernière vidéo, ce que je ne fais jamais, c'est je n'ai pas l'habitude de regarder mes anciennes vidéos sur certaines compagnies. Tout simplement parce que j'aimerais avoir un regard neuf à chaque fois que je regarde une entreprise. Même si je l'ai déjà regardé il y a 10 mois ici, j'aimerais à peu près partir sur une feuille blanche. Parce qu'il y a des choses que il y a des choses que j'ai peut-être omis la dernière fois ici, que j'aurais tendance ici à mentionner. D'accord? Donc, si je me rends compte que j'ai déjà eu à mentionner la même chose dans le passé, j'aurais tendance à ne pas me répéter. OK? Sur celle-ci, j'ai regardé la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur en payant 20 fois les bénéfices, en mettant un multiple ici de valorisation de 20 fois les bénéfices. Et je pense qu'à cette époque-là, on prenait 3 multiples de valorisation, mais je pense que j'en avais pris un seul. Mais 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Quand vous allez prendre le price free cash flow ici, vu que les free cash flow sont plus élevés que les net income généralement, OK, on a comparé. En médiane, vous allez voir ici que le marché paye généralement sur les 20 dernières années, il paye 14 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye 17 fois les bénéfices. Rappelez-vous que c'est un rendement. Quand je paye 17 fois, quand je parle de bénéfices, 17 fois les free cash flow, quand je parle de 17 fois les free cash flow ici, ça veut dire que c'est 5,88% de rendement. Quand je paye à peu près 15 fois les free cash flow ici, ça veut dire ici que c'est 6,66% de rendement. C'est-à-dire que si j'achète une entreprise à 15 fois les bénéfices, d'accord? Si j'achète cette entreprise à 15 fois les bénéfices, ça veut dire qu'elle me distribue à peu près, si elle me distribue la totalité des dividendes, des bénéfices nets ici en dividendes, j'aurai à peu près un rendement de 6,66%. Pour une compagnie cyclique, c'est le minimum. C'est la moyenne, 15 fois les bénéfices. OK? Comme celle-ci. Donc, je prendrai 15 fois les bénéfices. Si on paye 17 fois les bénéfices, tant mieux. Je prends 15 fois les bénéfices. D'accord? Le 15 fois les bénéfices ici, multiplié par quoi? Multiplié par les free cash flow moyens de combien? Et par rapport à la moyenne des free cash flow, je rappelle qu'elle a fait une acquisition en 2018, donc peut-être que les free cash flow à venir seront de plus en plus élevés. Donc je prends la moyenne des 10 dernières années, c'est 315 millions, j'arrondis. Sur les 5 dernières années, vous allez voir qu'on sera à peu près à 383 millions. Mais je prends les 10 dernières années, parce que le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Prenons 315 millions en question. À 15 fois les bénéfices, ça fait 4,725 milliards. Moins la dette nette. La dette nette ici est de combien en date d'aujourd'hui? Une dette nette de 1,830 milliard. 1,830 milliard ici. J'enlève toujours la dette nette. Ça donne ici 2,895 milliards. Divisé par le nombre d'actions, on observe également ici que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. C'est une très bonne chose pour une compagnie cyclique. D'accord? Parce qu'elle aura tendance à se négocier à des multiples de valorisation très peu élevés. Donc, vaut mieux faire le rachat d'actions et la distribution d'un dividende. OK? On divise ici par 136,3. Je vais mettre 137 millions ici. Ça ne va pas changer grand-chose. D'accord? Ça donne ici à peu près un prix aux alentours de 21 $ l'action. OK? En prenant en considération la dette. Donc, au prix actuel, ça m'intéresse cette entreprise est intéressante au prix actuel. Maintenant, sur le marché 100 balles
paye à peu près 25 fois les bénéfices, on prend en considération la dette. Nous, ici, on sait qu'on pourrait s'attendre à un niveau de valorisation aux alentours de 35 $ par là. OK? Donc, ici, on est prêt à payer 20 $. Et je rappelle ici que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow moyens, ici, d'accord, en dividende, vous avez un rendement sur coût de 11,45%. Sur une entreprise, généralement, qui s'est négociée à 6,66% de rendement. Donc, ça reste intéressant. Donc, au prix actuel, encore une fois, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à cette entreprise-là? Quand on va lire les rapports financiers, on pose la question à savoir, la dette, comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps? Quels sont les taux d'intérêt actuels sur cette dette-là? OK? Est-ce qu'elle a une marge de financement ici? D'accord? Quels sont les covenants sur cette dette-là? D'accord? Pour que la dette ne soit pas réclamée, ne soit pas exigible immédiatement ici. Et prêtez ici attention et prêtez également attention à l'évolution ici des marchés finaux de cette compagnie. OK? C'est une belle entreprise. Et maintenant, on va parler du dividende. D'aucuns se posent la question ici. C'est une entreprise qui verse un dividende depuis plusieurs années. Je vois ici dividende sur les dernières périodes ici, comme un dividende paye. Voilà. On voit ici que c'est une entreprise qui distribue à peu près, qui augmente son dividende année après année. Actuellement, c'est 239 millions qu'elle paie en dividende. Le 239 millions, rappelez-vous d'une chose, 315 millions en moyenne, moins 239 millions. Il nous reste à peu près 76 millions ici pour repayer la dette, le dividende, etc. Pour repayer la dette, racheter des actions ici. Mais rappelez-vous, elle gagne beaucoup plus d'argent que ça. 383 millions, on avait vu sur les 5 dernières années. Donc, si on prend le 383 millions ici, alors qu'on n'a pas fait de calcul de valorisation avec ce 383 millions-là, on se rend compte ici que l'entreprise, il lui reste à peu près une centaine de millions ici, 140 millions ici. C'est assez pour payer la dette ici. Donc, quand vous allez regarder à peu près l'échelonnement de la dette dans le temps, posez-vous la question de savoir, sur les 3-5 prochaines années ici, combien est-ce qu'elle doit payer ici, par rapport à la dette. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on doit payer 1 milliard sur les 5 prochaines années qu'on ne peut pas refinancer cette dette-là. So, maintenant, le plus important est de savoir quand on refinance la dette à des taux d'intérêt moins élevés ou plus élevés. Parce que si les taux d'intérêt sont plus élevés, on ne serait pas surpris d'avoir des taux d'intérêt plus élevés présentement. Ça impacte ici négativement les bénéfices nets. Bref, pour faire simple, Leggett & Platt est intéressante au prix actuel. Mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille. Mais en tant que compagnie cyclique, versant un dividende ici, c'est intéressant. Je vois que le dividende il est de 8,92%, assez élevé ici. C'est très très bien. Tant qu'ils peuvent gagner du 300 millions et plus. OK, 350, 380, tant mieux. D'accord? Donc, les analystes également ici, est-ce qu'ils s'attendent à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur? Donc, histoire de voir à peu près quel est leur avis sur la reprise du cycle ici. Donc, je vais juste, voilà, on a ça. Les free cash flow sont plus élevés ici, donc on va les prendre. D'accord? Business assez prévisible. Donc, on s'attend à peu près à 2,59 $ ici. 2,59 $, 2,59 multiplié par le nombre d'actions qu'on avait, 136 millions et poussière. Ça donne à peu près 350 millions ici. Donc, on est à peu près aux alentours de 350 millions sur les années à venir. Alors qu'on avait pris, nous, on a pris 315 millions. Donc, aujourd'hui, c'est assez intéressant. Ça sera limite pour 2024 et 2025 par rapport aux prévisions pour le versement ici du dividende. Donc, c'est la raison pour laquelle on va regarder le cash et comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. C'est la raison pour... C'est ça que ces différents éléments-là, d'accord, m'encouragent à penser que le prix actuel est intéressant, mais également que ce n'est pas une entreprise qui mérite une grosse partie de notre qui mérite une grosse part ici de notre portefeuille d'investissement respectif. Enfin, ça c'est pour moi, hein. D'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre du 50%, ça c'est par rapport à votre tolérance au risque. Donc, personnellement, je serais aux alentours de 2-3% pour ce type d'entreprise. Je prends même 2% par là en descendant. OK? Mais c'est une belle entreprise. D'accord? C'est une belle entreprise. Le dividende actuellement ici, il est safe. Il y a de grandes chances au moins qu'il reste à ce niveau. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.